Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, on est lundi 28 si je me trompe pas, 28 octobre, il est 15 h. Et oui, il est 15 h et le brouillard n'est pas encore levé partout. Ce qui fait que les sols sèchent en surface difficilement, parce que j'aime bien, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, passer pour semer quand la surface est sèche, ce qui permet à mes pneus qui resserrent les sillons de ne pas coller, parce que quand ils collent, du coup ça me remonte un petit peu mon semoir et la profondeur de semis n'est pas celle que je voulais. Bon, voilà pour l'explication. Bon, ça quand même, vous allez voir, sécher un petit peu. Alors là, nous sommes dans ma parcelle où il y avait mes pois. Et les pois que j'avais semés dans du blé, et avant le blé il y avait une luzerne que j'avais conservée, je ne sais pas si vous vous rappelez. Rappelez-vous la vidéo que j'ai fait sur mes petits pois, où j'avais pas mal de luzerne dedans. Alors ça avait l'inconvénient pendant la moisson de limiter ma vitesse d'avancement. Par contre, le gros avantage, maintenant je me suis mis à un endroit où il y a des résidus, je ne sais pas si vous voyez l'indication que ça peut donner. Vous voyez la racine de la luzerne. Là, il y a facile 40 cm. Hein. Du pivot jusque là, on est, oui, facile à 40 cm. Vous voyez comme elle est bien droite. Ce qui me donne un signe que mon sol, il n'y a pas de semelle de labour, enfin d'ancien labour d'il y a très très longtemps. Hein, de plus d'une décennie largement. Vous voyez, encore un, voilà, encore un ici. Voilà, des petites qui traînent en surface. Voilà, encore un ici. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que pour détruire... là, j'ai décidé, comme c'était 3 ans après la luzerne, on va dire, j'ai décidé de la détruire. Donc comme l'année dernière, dans mon escourgeon, j'avais détruit la luzerne au polymag, parce que c'est pour l'instant le seul outil que j'ai qui permet de la détruire en un passage, en roulant à 7,5 à l'heure à peu près. Louis, hein, c'est Louis qui est venu le faire. Il roulait à peu près à 7,5 à l'heure. Et ça vient sectionner le collet, tenez, comme ça. Hop, vous voyez le collet de luzerne, il est sectionné comme ça. Et parfois, ça extirpe, comme je viens de vous montrer, quelques bandes quelques racines de luzerne. Donc imaginez, en sous-sol, là, c'est des milliers, des millions de racines de luzerne qui vont mourir et qui vont laisser la place aux racines de blé que je vais ensemencer, puisqu'on est dans ma dernière parcelle de blé. C'est LG Absalon, que je devais déjà semer ici l'année dernière, mais je n'avais pas pu. Donc du coup, je suis passé avec pas mal de... Je vais semer avec pas mal de grains, puisque je vais être à 480 grains. Hein, je ne connais pas la qualité de la semence. Donc j'ai mieux augmenté la dose. En plus, en cherchant ce matin, j'ai quasi pas de limaces. Il a fallu vraiment que je cherche, mais j'en ai trouvé une. Alors quand on en voit une, c'est qu'il peut y en avoir beaucoup. Malheureusement, dans ma semence, j'avais pas d'anti-limaces dedans, donc il faudra que je passe en surface. Enfin, c'est tout, voilà, c'est comme ça. Et donc en préparation de sol, hein, depuis la moisson, il n'y avait rien eu du tout. On a fait, c'était vendredi, le polymag. On a laissé sécher ce week-end, bien qu'il a pleuvioté un petit peu. On a eu 2 mm un peu passé, donc c'est pas grand-chose, mais bon, ça garde toujours l'humidité en surface. Et ce matin, il est venu faire du disco mulch. Donc voilà, hein, voilà la préparation que ça donne. Vous voyez les petites mottes, hein, il reste assez de mottes pour que si jamais il se remet à pleuvoir, ça se passe bien. Vous voyez, elles sont assez friables. Un petit peu de terre fine. En plus, vous voyez, on voit beaucoup de résidus parce que là, en surface, j'avais à peu près 4 tonnes de luzerne qu'on a broyé. Et oui, c'est ça aussi, c'est que la veille, jeudi, il est venu broyer tout ce qu'il y avait. Hein, là, puisque j'allais retravailler le sol, du coup, j'ai broyé. Si j'avais semé en direct, je n'aurais pas broyé. J'aurais laissé l'ensemble de la végétation fixée au sol, on va dire, pour pas que ça bourre dans le semoir. Comme je savais le travail du sol que j'allais faire en préparation de sol, du coup j'ai décidé de broyer et j'ai bien fait. Ça va faire pas mal de matière organique qui retourne au sol. Et là vous voyez, je vous ai fait un petit trou rapide à la bêche, hein, pour vous montrer le dessous du sol, ce que je vous disais. Vous voyez les galeries des vers de terre.
qu'il peut y avoir. Vous voyez la motte, alors j'ai qu'une main et la motte, voilà, elle se défait. Maintenant, vous voyez, il y en a un bel anécique, voilà, qui est là, qui se sauve. Ça paraît normal. Voilà, il y en a. Ce sont des mottes pas mal perforées par les vers de terre. Vous voyez, le dessus, rien qu'à la main, ça s'épluche tout seul. Et encore un ver là. J'embête un petit peu, un petit jeune. Hop, on va soulever la motte. Donc vous voyez les trous qu'il peut y avoir, hein, c'est perforé de trous. Donc tout ça, bien sûr, les racines de mon blé, vous voyez les vers de terre, les racines de mon blé vont venir occuper tout ça. Il y a encore un là, enfin même plusieurs, mais c'est des dizaines dans une petite motte comme ça. On a déjà compté jusqu'à 25-30 vers de terre, facile. Bon, voilà pour les petites explications. Et puis, écoutez, je pense qu'on va se retrouver dans le tracteur pour d'autres explications. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, alors nous sommes le 2 novembre, il est 15 h et là l'heure d'hiver est bien passée correctement. Alors, pas sur le tracteur, là il va falloir que j'apprenne à le faire. Et écoutez, je suis venu dans une parcelle pour semer de l'escourgeon, de l'orge d'hiver, de l'orge cirant. Tout simplement parce que l'opportunité est une ressource éphémère. Donc faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a un autre dicton qui dit mais il faut savoir profiter du moment présent, hein. Et il se trouve que chez nous, ça fait la deuxième semaine où il ne pleut pas, où les terres sont faciles à préparer. La parcelle qui est là était une parcelle qui était en blé, semée en direct dans une luzerne qui avait 3 ans. Et j'ai donc préparé, alors il y a déjà Louis ici qui est venu broyer la paille, puisque rien n'avait été fait depuis la moisson, plus la luzerne. Il y avait facilement entre la paille, 5 tonnes de paille on va dire, à l'hectare, hein, plus 3 tonnes de luzerne, ça fait déjà 8 tonnes et je ne compte pas toute la partie racinaire. Donc vous voyez tout ce qu'il peut y avoir comme matière végétale qui est ramenée à la parcelle. Donc pour ce faire, Louis a broyé, ensuite il a passé le polymag, toujours pareil, hein, l'outil avec les dents et puis les petites rasettes sur le côté que je n'aime pas tellement, les ailettes hein, sur le côté, que je n'aime pas tellement à cause des ailettes, mais par contre pour détruire une luzerne, mécaniquement il n'y a rien de tel. Et je suis venu hier, moi, une fois que ça avait bien blanchi, vers 11 h à peu près, jusqu'à 21 h, passer le disque au mulch. Et me revoilà donc aujourd'hui pour semer avec mon Horsch. Alors écoutez, on est parti. Donc ça c'est le Sadcore 15 par contre que je vous avais déjà présenté. Donc pour que mon semoir puisse fonctionner derrière, hein, qu'il puisse se mettre en position semi, c'est-à-dire que le stop là disparaisse, il faut que je dise au GPS que je crée une parcelle. Donc vous voyez là, il y a on va dire que c'est une feuille avec un plus, on va dire que c'est une parcelle. J'appuie dessus et comme par magie, voilà, il se met en place, le stop a disparu, je vais donc pouvoir semer. Et pour cela, il faut appuyer sur toc AB, je vais faire un contour, puisque là, c'est pas une ligne droite. Créer un contour, créer le point A, et dès que je vais être prêt à partir, je vais créer le point A. Je vais donc mettre, donc je l'ai mis sur le blanc, la ventilation, enfin pas la ventilation, la soufflerie, pardon. Hein, ce qui est juste ici, vous voyez, qui souffle les graines tombent en dessous dans des tuyaux et la soufflerie envoie les graines jusqu'aux socs qui eux-mêmes pénètrent le sol et donc les graines tombent du soc dans la terre. Et donc c'est sur le blanc et vous voyez il est en infini, je l'ai programmé, il suffit juste que je fasse ça. Et voilà, c'est parti. Et donc là je reviendrai sur l'enregistrement après. Vous voyez je suis à 3988 tours.
Et même si j'accélère le tracteur, 3980 tours, j'avais dit, pardon, ça ne bouge pas. Voilà, particularité hein, de là où je l'ai branché, c'est-à-dire que quelle que soit la variation du moteur, du régime moteur, ça ne varie pas la puissance hydraulique, ce qui est bien pratique par rapport à avant, parce qu'avant, il fallait que j'atteigne les 1650 ou 1700 tours que le tracteur avait besoin pour avoir les 3900 tours. Et à chaque fois que je baissais le régime, en bout de parcelle par exemple, et ben la turbine baissait, parfois l'alarme se mettait en marche en me disant attention, t'es en dessous de 2800 tours ou 2000 tours, je ne sais plus. Enfin, voilà, bon bah écoutez, allez, je pense que tout est bon. Ben, je vais pouvoir semer. Allez, c'est parti. Bon, je vous reprends, on est dimanche matin, 3 novembre. Il est 9h15. Oui, 9h15. Ben, ça va que la tablette là se met à jour parce que les deux, le tracteur et ça, se met pas à jour. Bon, il faudra que je le mette. Ben écoutez, on va dire ça commence bien et mal en même temps parce que j'ai récupéré mon chantier d'hier, hein, vous voyez. Parce que malheureusement hier soir j'avais plus personne pour m'amener de la semence, donc il me reste voilà la parcelle, hein, c'est un gros triangle. Ici c'est une base plutôt ovale et il me reste ça, une hache comme ça. Puis là vous voyez il y a un chemin en plein milieu. Et j'ai voulu récupérer mes lignes, tout simplement, en me disant je me remets sur le chantier, je dois récupérer les lignes. Et ben c'est là. Alors, on retrouve mon petit tracteur et on s'aperçoit bien que j'ai plus de lignes. Vous voyez là, quand je vais là, aucune voie de référence active. Bon. Bon, je vais pas être méchant avec celui qui a créé le SATCOR 15 là, ou ce système là, hein. Il y a déjà pas mal de choses à dire dessus d'un point de vue où sont les boutons. Il y a quand même nettement mieux à faire. La précision, on va dire, elle est là quand même, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est plutôt la façon dont c'est fait. Et puis la fin de chantier, quand vous faites une fin de chantier avec, franchement il y a mieux à faire. Et puis la reprise de chantier, vous voyez, j'ai pas de voie, j'ai aucune voie, donc je vais être obligé de retracer alors que tout était tracé hier. Bon, c'est un peu chiant quoi tout ça, il y a quand même mieux à faire. Posez-nous des questions, hein, parce que là, je sais pas qui ils interrogent, est-ce que c'est les Schleux ou les Boches, hein, je supporte pas cette nation-là, hein, ils ont fait 3 fois la guerre, donc les casques à pointe, hein. Et voilà, je suis pas content. Je suis pas content après ce SATCOR 15 qui est mal fait, qui est mal fignolé, on sait pas où il faut aller. Bon, il y avait mieux quand même, hein, le S7, vous voyez, le S7, même s'il n'était pas précis, je m'en plaignais pas, vous m'avez pas entendu m'en plaindre, hein, ça allait pas trop mal, hein, il était plutôt, je me rappelle plus le terme, mais facile à accéder aux choses, c'était intuitif, voilà. C'était très intuitif. Là, c'est pas intuitif du tout, hein. Je vous assure, celui qui travaille là, l'engagez pas à l'armée, hein, parce que je vous assure, en tant que militaire, j'aurais pas voulu travailler avec du matériel comme ça. Hein. Bon, voilà, c'était mon coup de gueule du matin, comme ça, j'espère qu'après, ça va aller mieux, pour le reste de la journée, surtout qu'on est dimanche. Bon, alors, allez, c'est tout, on va retracer tout ça. Enfin, allez, créer un contour AB parce que c'est pas droit. Faire le point, je vais le faire maintenant. Et on est parti! En espérant que ça aille bien jusqu'au bout. Bon, je viens de me reloguer sur mon studio YouTube, on va dire, pour reprendre tous vos commentaires. Je vous avais dit que je commenterais, que j'apporterais des réponses, pardon, à vos commentaires. Bon, je vais prendre mes demi-lunes, comme dit un de mes copains. C'est pas des demi-lunes, mais c'est comme ça qu'il dit. Alors, je vais prendre chaque commentaire et puis je ferai des petites coupures au fur et à mesure pour pas perdre trop de temps. Alors, ah oui, première chose, voilà, je remercie Jérôme. Les tracteurs classe sont fabriqués au Mans. Oui, effectivement, je vous ai dit que c'était à Poitiers. Je sais pas pourquoi ce nom de ville m'est venu en tête. Mais effectivement, c'est bien au Mans que sont fabriqués les tracteurs classe. Bon, voilà, merci à lui. Christine qui a regardé plusieurs de mes vidéos sur les vendanges. Voilà, merci à tes commentaires, c'est très gentil. Alors merci à tous ceux qui m'ont fait de gentils commentaires où ils ne me posent pas de questions.
Hein, c'est très sympathique en me mettant que je continue, etc. Hein, ça fait toujours plaisir. Quelqu'un qui me met très moderne, non, avec un point d'interrogation, mais effectivement, c'est... On va pas dire que c'est très moderne, mais c'est dans l'air du temps. On va dire que c'est effectivement c'est beaucoup plus moderne que ce qu'il y avait avant, mais bon, si on n'évolue pas avec son temps, comme on dit, ben on finit avec mon cheval, hein, Goliath, et puis l'arrière derrière, quoi. Alors l'autre était un New Holland, donc ça c'était par rapport au devis que j'avais fait faire. Non, l'autre n'était pas un New Holland, même si mon enjambeur était New Holland, j'ai pas pris New Holland. J'en reviendrai dans une autre vidéo, comme j'avais dit, sur pourquoi j'ai choisi ce tracteur là, et notamment en comparatif, en prix, en comparatif de ce que je voulais faire avec, en comparatif puissance. Et puis d'autres choses, investissement, etc. J'ai pas pris celui-là. Bon, je coupe à l'instant parce que j'arrive en bout de piste et puis je vous reprends tout de suite. Mais vous le verrez pas normalement sur la vidéo, ou quasi pas. Alors, merci à Alain pour tous ces commentaires sympathiques. Superbe tracteur, etc. Alors voilà, merci à François. Hein. Ce que j'ai fait pour la première marche qui est bien trop en retrait. Et pareil, j'ai aussi râlé. J'ai sorti d'un trou les fixations vers l'extérieur en remettant le boulon le plus en extérieur. Bon, je vois ce qu'il veut dire. Effectivement, eux-mêmes à la concession, enfin non, le représentant est venu me dire on peut déplacer cette fixation. Et franchement, pourquoi c'est pas fait tout de suite, quoi, hein? Pourquoi c'est pas fait tout de suite? Ça fait partie d'un travail normal. Surtout que quand ils descendent du tracteur, ils doivent bien se rendre compte que ça va pas descendre, que c'est dangereux, hein, vraiment dangereux, qu'on change tout ça avant qu'on ait nous-mêmes à le faire, ou ça évitera qu'on gueule, qu'on mette de mauvais commentaires. Alors, bonjour Antoine, superbe vidéo, etc. Merci pour ceux qui sont pas du métier. Bon, je passe. Gérard, vidéo très intéressante, explication compréhensible. Bonjour Gérard. Bonjour à toute la famille aussi en même temps. Bisous à tout le monde d'ailleurs. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont écrit classe CLA2S. Alors, je faisais la même faute avant. Alors, c'est CL2AS. Voilà. Attendez, je vais vous montrer. CLAAS. Bon, c'est pas très grave, il n'y a pas de faute dans les noms propres, comme on dit. Ah, j'ai fait une petite erreur, voilà. La classe, bravo, etc. Ah, ça c'était sur les vendanges. Appétissant le début de la vidéo, magnifique les grappes de raisin, merci à Mich Mich. Ah voilà, alors Nicolas qui me dit bonjour Antoine, la marque du tracteur c'est une chose, mais il faut voir le service après-vente de la concession, c'est important. Alors ça a fait partie de mes critères, la distance de la concession et le service après-vente. Alors étant donné que j'avais déjà une moissonneuse de chez eux, j'ai vu que le service après-vente était très correct. Donc je me suis dit pourquoi ça continuerait pas avec les tracteurs. Et on va dire que pour ce qui est du tracteur et puis du GPS, hormis la façon dont c'est fait, où je reviendrai dessus, j'ai pas du tout à me plaindre, hein, ils sont là, ils sont au téléphone. Hein. D'ailleurs merci à Steve, je sais pas s'il regarde mes vidéos, mais merci à Steve hein, qui même à 19 h me répond encore au téléphone pour m'aider à justement à gérer le GPS ou les différentes petites choses du tracteur. Attendez, j'arrive en bout de piste, hop. On va relever ensemble. Hop. Et je travaille en 1 sur 2, comme ça, ça ne me fait pas faire... je sais pas si vous voyez là. Je suis pas obligé de braquer très fort avec le semoir. Voilà, là je me remets en ligne, vous voyez là-haut. Et j'appuie sur le petit bouton là, tac. Le tracteur récupère sa ligne. Et ensuite, j'ai plus qu'à appuyer sur F8. Et derrière, toc, ça descend. Et c'est en terre. Et du coup, on peut se remettre à répondre aux questions. Bon, il n'y a que ça qui pivote en permanence. Alors, merci à Morgane qui me dit qu'elle est en possession d'un Action 830.
Alors elle me rejoint justement sur la première marche qui est très en retrait, vous voyez, comme quoi je suis pas, hein, ça fait déjà 3 personnes avec moi aussi hein, qui n'est pas contente. Par contre pour tout le reste, elle est très contente de l'Action 830, ça fait 3 ans qu'elle l'a. Et alors pour le côté rangement, hein, vous avez vu que je me plaignais du côté rangement, il n'y en a pas assez. Elle me dit qu'elle ne peut pas comparer avec un Valtra, elle n'a jamais eu de Valtra. Et c'est vrai que d'aller dans d'autres tracteurs, hein, de conduire d'autres tracteurs, on s'aperçoit des différences qu'il y a et puis des améliorations que chaque marque pourrait faire en allant piquer chez les autres. Pourtant ils le font et j'ai l'impression qu'ils ne le font pas dans le sens que nous paysans on aimerait bien. Alors elle me dit que derrière son siège passager, effectivement on m'avait proposé hein, derrière le siège passager d'avoir une petite valise. Alors le prix de la valise c'est 420 €. Alors, il y a du rangement mais 420 € pour une petite valise en plastique. Hein, vous avez compris quoi, 420 €, imaginez c'est le tiers d'un SMIC brut quoi. Pour avoir un truc, alors on m'avait dit c'est surtout les ETA, ce que je peux comprendre qu'ils l'achètent. Alors en plus ils en achètent plusieurs parce que comme ça chaque employé peut en avoir un. Mais bon ça fait cher quand même quoi. Ça fait cher quand même. Alors non, c'est toujours pas un New Holland. Hein, c'est Manu le Belge. Un coucou à toute la Belgique. Aurélien qui me dit tu vas pas regretter classe. C'est un tracteur qui est top et une marque qui est top. Alors ça aussi hein, dans les choix du tracteur. J'ai discuté avec pas mal de gens qui ont conduit des classes, mais qui ne sont pas forcément fanats de classe. Hein. Ils ont aussi des John Deere, ils ont des New Holland, ils ont acheté différents types de tracteurs ou utilisés parce que justement ils sont en Cuma. Et je préfère discuter avec ces gens-là qu'avec des fanats de chez classe, parce que les fanats de chez classe vont trouver que tout est formidable. Alors que les autres ont un regard beaucoup plus critique et je pense que quand on fait le choix d'un tracteur, c'est quelque chose d'important à voir. Une des choses importantes à voir quand on va investir dans un tracteur. Hein, comme je dis souvent, beaucoup me disent t'as qu'à acheter, t'as qu'à acheter Fendt. Alors vous savez pourquoi j'achète pas le groupe AGCO, hein, je l'ai dit dans la dernière vidéo. Mais bon, vous savez, quand je vais dans la concession Fendt qui d'à côté, hein, qui faisait aussi Valtra et qui fait aussi Bobard, qui sont représentants de la marque Bobard, mais un de mes enjambeurs, il y a plein de Fendt qui sont coupés en deux, comme on dit, comme dans les autres concessions, où je vois des classes qui sont coupées en deux, où je vois les autres tracteurs qui sont coupés en deux. Chose que je ne trouve pas normale, sauf si ça dépasse, on va dire, les 6000 heures. Merci pour ton ressenti et toute ta franchise. Tu as raison d'orienter tes choix selon tes critères et services de marque qui souvent snobent les acheteurs. Pardon. Quand la fiabilité laisse à désirer, c'est ce que je regrettais, c'est ce que je regrettais moi. C'est avec ça que j'étais pas d'accord avec mon T234. Hein, le T234, c'était pas la marque, c'était le tracteur. Bon, est-ce que maintenant les nouveaux Valtra sont sur une pente descendante, on va dire, d'un point de vue qualité? Je ne sais pas, mais je le pense. Bon, alors j'espère ne pas écorcher le nom, Olif 59, hein, parce que ça bouge quand on est dans le tracteur et du coup je ne vois pas bien, c'est trop tout petit. Alors quand tu parles aux marques sur les salons d'amélioration sur l'ergonomie des cabines, ils ne retiennent pas les idées dommages. Et oui, effectivement, ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Vous savez, nous on n'est que paysans. On n'a pas fait d'études et en plus, comme c'est pas nous qui nous servons des tracteurs, du coup on n'a pas l'expérience pour dire ce qu'on aimerait bien avoir. J'ai Claude Girard qui pose une très bonne question. Bonjour, comment peut-on amortir un tracteur d'une telle valeur et la durée de cet investissement avec quelle valeur résiduelle? Bon, alors là, j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est beaucoup de questions. Alors, comment on peut amortir un tel tracteur? Je dirais c'est comme tout investissement, ça se calcule. On a des... Comment je pourrais vous expliquer ça, parce que c'est assez compliqué quand on n'a pas des chiffres à montrer. Mais on va dire un investissement, c'est un besoin. Moi j'achète un tracteur par rapport à un besoin.
C'est un de mes premiers critères, est-ce que j'en ai besoin ou pas. Ensuite, le tracteur, je regarde la puissance que j'ai besoin. Il faut que le tracteur ne soit pas trop puissant par rapport à l'ensemble de mon parc de matériel, parce que sinon je vais abîmer mes outils. Hein. Si jamais j'ai un tracteur qui est beaucoup trop puissant par rapport à une rotative ou par rapport à un canadien ou quelque chose comme ça, il est évident qu'ils ne vont pas faire long feu, on va dire. Et ensuite, il faut que le tracteur ne soit pas peu puissant, on va dire. Un T234 était assez puissant pour tirer le semoir, mais il y avait quelques périodes où j'étais limite. Je pense que c'était plus par rapport aux pneus que par rapport à la puissance elle-même du tracteur, bien que. Mais par contre, par rapport à d'autres outils, notamment de fissuration, etc., on était à la limite de sa puissance. Donc je savais qu'il me fallait quelques chevaux en plus. Vous voyez, je suis passé de 234 à 278 chevaux. Alors c'est pas moi on fait pas les chevaux à la demande, hein, on prend ce qu'il y a. Après, la rentabilité de l'investissement, c'est un certain nombre d'heures. Il faut calculer un certain nombre d'heures. Moi, j'ai calculé qu'il me fallait à peu près 450 à 500 heures pour le tracteur, parce que c'est lui maintenant qui va faire une majorité des travaux. Ça va me permettre d'économiser sur mon T190 qui a plus de 6200 heures, 6300 heures maintenant. Hein, et de l'économiser et de lui permettre de faire les travaux qui nécessitent. Alors je vais faire une petite coupure, hein, je reprendrai. Alors je disais oui, des travaux qui ne nécessitent que 190 chevaux, puisque le T180 fait 190 chevaux. Et puis comme ça fait des années, hein, je l'ai depuis 2006, donc je le connais par cœur, je sais ce qu'il est capable de faire et de ne pas faire. Mais il y a certains travaux lourds, comme on peut appeler ça, que maintenant je vais faire celui-ci plutôt qu'au T190, ce qui économisera un petit peu sa mécanique. Et puis il y a un facteur que les gens, quand j'avais on va dire 25 ans, je ne prenais pas en compte, mais que je prends en compte maintenant, c'est que j'approche tout doucement de la fin de mes 58 ans, de la fin de mes 57 ans, j'arrive sur mes 58 ans au mois d'avril. Donc je fais partie de cette vague d'agriculteurs qui dans les 10 ans vont prendre leur retraite. Alors comme j'ai fait un petit peu d'études, on va dire, un petit peu d'études, je suis obligé de bosser jusqu'à 64 ans, voire presque 64 ans. Donc ça me fait encore 6 ans à faire. Donc vous voyez, 6 ans à 50 heures, ça va faire 3000 heures. Donc un tracteur de 3000 heures, c'est pas un tracteur qui a beaucoup d'heures. Hein. Je parle de celui-là, du classe, de l'Action 850. Mais ça me permettra aussi, quand je vais transmettre ma ferme, d'avoir une ferme qui n'a pas d'investissement exceptionnel à faire. On va dire que ma ferme a de la rentabilité, ce qui me permet de payer les tracteurs comme ça, ou de payer le New Holland, etc. Mais en même temps, j'ai des amortissements. C'est-à-dire que si jamais j'avais à revendre ma ferme ou à céder ma ferme, le suivant n'aurait pas des investissements exceptionnels à faire. Il ne se retrouverait pas avec des tracteurs de 10 000 ou 12 000 heures. Ce qui arrive à certains endroits où les gens arrivant proche de la retraite font durer le matériel. Et au moment où le jeune s'installe, eh bien le jeune, il a, dans les quelques années qui suivent, voire son premier investissement, c'est de changer le plus gros tracteur de la ferme. Ce qui peut être extrêmement préjudiciable pour la survie de son exploitation. Bon, je vous laisse un instant, on arrive en bout de piste. Bon voilà, je reprends sur le matériel et puis je vais faire une petite diversion, on va dire, sur un autre domaine qui est un peu la reprise des exploitations. Beaucoup d'exploitations depuis une bonne vingtaine d'années sont passées en société, hein, puisque par exemple un papa a installé un fils, donc du coup ils se sont mis en EARL, en exploitation agricole à responsabilité limitée, ce qui permet, quand le papa par exemple a 100% des parts au départ, c'est le cas de le dire, et bien de céder progressivement sa ferme en revendant des parts à son fils. Et ce qui fait que le fils progressivement peut racheter sur une longue période la ferme. Donc à l'intérieur des parts, il y a le matériel, il y a les parts sociales des entreprises avec qui on travaille, hein, que ce soit les coopératives ou d'autres structures, les bâtiments, etc., l'élevage quand il y en a. Et tout doucement, les deux se mettent à travailler.
Mais ce qui se passe souvent, c'est que en comptabilité, on a ce qu'on appelle les comptes courants d'associés. Alors les comptes courants d'associés peuvent être ou positifs ou négatifs. Alors quand ils sont négatifs, ben, c'est pas bon signe, ça veut dire que vous devez de l'argent à votre société. C'est-à-dire que vous avez prélevé plus que ce que votre société vous a permis de gagner. Et quand votre compte courant est positif, eh ben, ça veut dire que c'est votre société qui vous doit de l'argent. Alors là, c'est bien et c'est pas bien. Parce que si la société vous doit un petit peu d'argent et qu'elle a facile à vous rembourser, bon, toujours pareil, hein, je suis dans des petits tours à 500 mètres, vous voyez, ça va assez vite. Hein. Donc si votre société a les moyens de vous rembourser facilement ce qu'elle vous doit, ça pose aucun souci. Mais on s'aperçoit depuis un bon moment qu'il y a des gens qui travaillent extrêmement bien, qui ont des comptes courants dans leur société qui est positif, mais qui est positif à des valeurs énormes. Quand je dis des valeurs énormes, c'est-à-dire que leur société, pour certains, leur doivent 100 000, 150 000, 200 000 euros, voire plus. Énorme, vous voyez. Et la société, s'il fallait qu'elle rembourse cette somme au paysan qui prend sa retraite, par exemple, eh bien, il faudrait qu'elle emprunte, qu'elle fasse un emprunt pour pouvoir rembourser cette somme. Et ce qui se passe souvent, c'est quand un papa arrive à la retraite, eh bien, il revend toutes ses parts déjà à son fils ou à sa fille. Et ça fait déjà pour le jeune un premier investissement, c'est-à-dire le rachat des parts, qui est déjà énorme certainement. Et le deuxième chose, c'est que immédiatement le compte courant positif du papa doit sortir de l'exploitation, ça doit lui être remboursé. C'est obligatoire. Donc imaginez si jamais le papa, on va dire, a un compte courant. Alors imaginez le compte courant, il s'est fait sur peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans, hein, où jamais le papa a pris dans la société tout ce qu'il avait le droit de prendre. Et qu'il est de 150 000 euros, ça veut dire que le fils doit immédiatement payer les 150 000 euros et en plus de ça, faire l'achat des parts de la société. Ben, je peux vous assurer qu'il va y avoir des gros problèmes de reprise d'exploitation dans les années qui viennent. Et en plus de ça, on rajoute, et j'en reviens donc à ressortir de la digression que j'ai fait par rapport à l'achat du matériel. Imaginez qu'un jeune reprenne une ferme où il y a un compte courant d'associés extrêmement positif pour la personne qui vend sa ferme. En l'occurrence, là, c'est, dans mon exemple, c'est son papa. La reprise de l'exploitation en elle-même, et en plus, si l'exploitation, à côté de ça, elle a des investissements à faire assez importants pour être viable, c'est le casse-pipe assuré dans les 10 ans qui viennent, quoi. C'est le casse-pipe assuré dans les 10 ans qui viennent. Et ça, je pense que c'est pas du tout pris en compte dans les reprises d'exploitation. Hop, j'appuie sur auto. Et c'est un gros problème, ce qui fait que moi j'ai opté pour toujours renouveler mon matériel, des fois d'occasion, des fois d'achat. Hein, je fais des fois d'achat, des fois neuf. Je fais les deux. Pour que ma société, quand je la transmettrai, que ce soit à une de mes filles ou à mon fils, ou aux deux, ou aux trois, on verra, hein, on en parle, et bien qu'il n'ait pas d'énormes investissements à faire tout de suite, et que ces investissements soient déjà la vie courante de la société, on va dire. Imaginons que vous ayez un remboursement annuel d'annuité d'emprunt, c'est-à-dire le capital plus les intérêts, de 100 000 euros, on va dire votre ferme, elle doit rembourser tous les ans 100 000 euros de capital, d'annuité. Eh bien, j'essaye que ce soit une continuité, moi. Vous voyez, un emprunt se termine, et si ma société supporte depuis des années et est rentable avec 100 000 euros de remboursement d'emprunt, eh bien, je continue à faire la même chose. Et comme tous les ans, on essaye de faire le meilleur rendement qu'on puisse faire,
Mais on va dire, hormis quelques années où il y a des chutes, il y a quelques années où il y a du très haut, notamment quand il y a eu la guerre en Ukraine, hein, c'est vrai qu'on a bien vendu nos céréales, ça a été la seule année. Enfin, très très bien vendu, quand je dis la seule année, pour ceux qui passent en vente par les coopératives. Bon, moi, c'est pas mon cas, je vends mes cultures depuis très longtemps tout seul. Eh bien, vous essayez de faire un lissage de votre revenu. Et pour faire un lissage correct de votre revenu, la seule façon, c'est d'avoir tout à peu près égal, c'est-à-dire votre revenu qui soit à peu près égal, et donc du coup, vos amortissements, d'en avoir toujours la même quantité. Donc ce qui veut dire toujours acheter la même quantité de matériel. Bon, ça devient peut-être un peu compliqué pour vous, surtout que là, je suis vraiment dans des tours petits, en 200 mètres, ce qui fait que je fais beaucoup d'arrêts, de discussions. Alors, un autre petit domaine sur l'achat de matériel que j'aimerais aborder, c'est justement l'investissement disponible, la valeur, la somme d'investissement disponible et dans quoi vous le mettez. Comme vous avez pu voir, et je ne critique pas les gens qui achètent des gros 4x4 pour rouler sur leurs exploitations. S'ils en ont envie, ils le font, il n'y a pas de problème. Mais comme vous avez pu voir, moi, c'est pas mon top du tout. Je roule dans un véhicule, un Peugeot Partner qui date de 1996. Donc on va dire qu'il ne me coûte pas trop cher. Et j'ai pas mis comme je peux le voir. Et s'ils ont envie, ils ont le droit et ils ont raison d'en profiter. Mettre 60 000 € dans un 4x4, moi ça ne m'intéresse pas. Si eux ils en ont un besoin sur leur exploitation, et il faut qu'ils l'achètent, hein. Je vois beaucoup d'éleveurs qui le font et ils ont raison parce que ça leur permet de trimballer leur bétaillère ou des choses comme ça. Quand ils vivent en montagne ou dans des secteurs très pentus et puis sur des terrains où ça glisse, que ce soit par la boue ou par la neige, et ils ont raison d'acheter des véhicules à ce prix-là. Bon, moi, c'est pas mon cas. On a un véhicule pour la famille de tous les jours, on va dire, et puis on a un véhicule, moi, mon véhicule d'exploitation, voilà. Et je ne mettrai pas 60 000 € dans un véhicule d'exploitation. Pour l'instant, on verra quand j'arriverai en retraite, peut-être que je m'achèterai un autre type de véhicule, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et l'argent que je ne mets pas dans ce type de matériel, je le mets dans autre chose. Hein. J'aime bien le matériel, j'aime bien être à l'aise quand je travaille. C'est aussi un point à tenir en compte, hein, parce que si c'est pour se retrouver dans quelque chose dans laquelle vous dites si j'avais 20 chevaux de plus, ce serait bien. Si j'avais un siège avec un petit peu plus d'amorti parce que j'ai mal au dos le soir, je suis mal foutu, ce serait bien. Si c'est pour mal vivre toute votre vie parce que vous préférez investir dans autre chose que dans ce qui vous sert tous les jours, c'est votre droit, hein, mais moi c'est pas mon objectif, voilà. Hop là. Bon, le compteur me dit qu'il me resterait 3 hectares à faire, 2,9 exactement. Bon, j'espère que ça va le faire, normalement oui, parce qu'après ce champ-là, j'ai un champ de 1,70 hectare à faire. J'espère pouvoir le faire avec la semence, normalement j'ai calculé pour. On va voir si ça le fait ou pas. Parce qu'avec un champ avec plein de pointes, vous en bouffez, du redoublement, vous en bouffez beaucoup, quoi. Bon, c'est pas le tout, mais je vais quand même vous montrer le semis au sol. Bon, alors je rappelle, hein, ici il y a eu un broyage
Un coup de polymag pour détruire la luzerne. Vous voyez la luzerne. Et un coup de disco mulch que j'ai mis avant-hier maintenant. Et le semis. Donc vous voyez, il n'y a pas trop de mode quand même. C'est... Bon, je pense pas que ce soit préjudiciable parce que comme je vous l'avais dit, vous voyez toute la matière qu'on enterre, hein, il y a minimum 8 tonnes de matière qu'on a broyé, enfin que Louis a broyé et puis qui ont été enterrés ou du moins mélangés. Et puis j'ai semé environ à 4 cm, bien que vous voyez, il y a une graine là, mais bon. J'ai semé à 4 cm de profondeur, voilà, là les graines. Pour être en dessous de tout ce petit mulch là. J'essaye à chaque fois que je cherche les graines, je les trouve pas. Comme bien sûr. Allez, là, voilà. Et c'est ça, il y a 3 cm et demi, 4 cm à peu près. Bon. Pour un 3 novembre, hein, c'est pas trop mal. Hein. Bon, allez. On continue. Bon, mardi matin, désherbage de mon escourgeon que j'ai fini de semer dimanche. Alors ça, ce sont des conditions que j'adore. Je sais pas si vous voyez sur les roues, sur les garde-boue, ils sont humides. Il n'y a pas un poil de vent, ce qui est la première nécessité, on va dire. Et en plus, alors là, le brouillard est en train légèrement de partir, mais j'étais vraiment dans un brouillard, ce qui vient coller la pulvérisation, la bouillie au sol. Et vous voyez, il y a encore l'humidité de la nuit qui est là, puisque mes pneus, on le voit peut-être pas beaucoup, mais mes pneus s'agglomèrent tout doucement de terre. Hein. Ils bourrent pas de terre, mais ils s'agglomèrent tout doucement. Ce qui fait que ça fait un traitement génial. Voilà. Et comme dirait quelqu'un dont je regarde toutes les vidéos en entier, on fait du bon travail. On fait du bon travail. Bon, je vous reprends mercredi 6 novembre. Écoutez, on prend les mêmes et on recommence. Même tracteur, même engin. Désherbage des blés. Et on fait du bon travail. Du bon travail. Regardez un peu ce brouillard qui, de la même façon qu'hier, va permettre à ma pulvérisation de bien coller au sol. Et zéro vent. Je crois qu'il y a 1 km/h de vent. On fait du bon travail.